Maintenant, on est arrivé au principe comptable. Je répète encore une autre fois. Principe comptable plus postulat comptable, ça donne les principes comptables généralement reconnus. On va ajouter aussi la partie, ce qu'on appelle les contraintes, importance relative, coûts et avantages. Les principes comptables. Donc, on va commencer par les principes comptables. Les principes comptables généralement reconnus, on va voir 6. On va voir le coût d'origine ou bien le coût d'acquisition. On va voir le rattachement des produits aux charges. On va voir la bonne information. On va voir l'objectivité. On va voir le principe de la prudence. Et enfin, on va voir le principe de la permanence des méthodes. D'accord? Donc, le premier principe, c'est le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, ça veut dire quoi? Admettons, vous avez acheté un mobilier de bureau à 1000 $. Ce mobilier de bureau que vous avez acheté à 1000 $, normalement, là, sa juste valeur, la valeur marchande au moment de l'achat, il valait par exemple 5000 $. Selon ce principe, vous n'avez pas le droit d'enregistrer votre immobilisation avec une valeur autre que la valeur d'achat ou d'acquisition. Vous ne pouvez pas mettre 5000, il faut mettre la valeur qui figure sur la facture. Vous avez acheté un terrain, par exemple. Vous avez acheté à 1 million de $. Le comptable vous a dit, écoutez, vous avez acheté 1 million de $. Est-ce que vous savez que le terrain, ça vaut 10 millions de $? Vous n'avez pas le droit de saisir, d'enregistrer le terrain à 100 000, comment j'ai dit? Combien j'ai dit? 10 000, 10 millions, ok, 10 millions de $. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, selon le principe comptable numéro 1, le coût d'acquisition. En vertu du principe comptable du coût historique ou bien coût d'origine ou bien coût d'acquisition, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition. OK? Il y a un message, je vais le voir tout de suite. Généralement, il faut bien se rappeler d'une chose qui est élémentaire et capitale dans l'enregistrement des opérations. Dans la comptabilité, si vous allez acheter des articles taxables, là où les taxes sont appliquées, telles que la TPS et la TVQ, la TPS et la TVQ, ce n'est pas une charge. Il n'est jamais enregistré dans une charge. Il est enregistré dans des comptes du bilan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les achats et les ventes, qu'ils soient capitalisables, ça veut dire dans l'actif immobilisé, ou bien de consommation, de fonctionnement, d'administration, frais généraux, il faut les comptabiliser sans taxe, taxe exclue. D'accord? Maintenant, si vous achetez, par exemple, un article qui est exempté, ça c'est autre chose. Donc, les comptes de taxes ne seront pas mouvementés et vous allez saisir le montant qui figure sur la facture. Et sur la facture, il n'y a aucune taxe, donc c'est un montant qui est exempté des taxes. Maintenant, si vous dépensez pour un article qui a une exception de taxe, ça veut dire que juste le crédit de remboursement, le crédit à réclamer de taxes est par exemple 50%, comme le cas des repas, nourriture, etc. Ben, vous allez saisir en comptabilité le montant hors taxe, le montant total des taxes, mais au moment de remplir le formulaire déclaration des taxes, ben, il faut déclarer juste 50% des taxes payées sur cette charge-là.
La règle générale, partout dans le monde entier, les dépenses, les produits, les ventes, les revenus, les charges, toujours, ils sont enregistrés sans taxe. OK? Sans taxe. S'il s'agit des dépenses de l'actif immobilisé, on va utiliser les comptes immobilisés sans taxe et vous allez utiliser à côté les TPS sur l'acquisition d'immobilisation et la TVQ sur les immobilisations acquises. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Madame Sadoudi? Est-ce que la réponse était claire? Excellent, merci. Donc, comme j'ai dit, on ne peut pas comptabiliser une acquisition, un achat. Par exemple, supposons que vous avez acheté, je sais pas moi, quelque chose dont vous aviez besoin à 100 $ et on vous a dit que ça coûte 10 000 $. Okay? Vous ne pouvez pas enregistrer à 10 000 $ le coût d'acquisition, le montant, la valeur que vous avez payé pour acquérir ce bien ou ce service. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'acquisition. On passe au deuxième principe comptable. Le rattachement des charges au produit. Généralement, je ne peux pas gagner un revenu sans engager des dépenses. C'est tout à fait normal. OK? Par exemple, si vous avez, par exemple, une auto à réparer, donc il faut dépenser, acheter des pièces de rechange, acheter de la matière pour réparer quelque chose sur lequel vous allez gagner un revenu. Donc, cette opération, je l'ai fait en 2020. Je ne peux pas mettre dans l'état des résultats, dans les produits revenus de réparation, je ne peux pas mettre dans les charges des charges qui n'ont rien à voir avec cette réparation, qui ont relation avec 2019. Donc, c'est ça ce qu'on appelle faux. Il faut toujours rattacher, parfois on dit rapprocher, les charges au produit. Ça veut dire que dans le même état de résultat, on a produit et charges. On a revenus et dépenses. Les revenus que j'ai dans cet état-là, il faut dans les charges que j'ai les charges dépensées. J'ai par exemple la réparation, il y a du personnel, des mécaniciens, des techniciens qui ont travaillé là-dessus. Il y a matières premières qu'on a achetées, il y a des dépenses qu'on a dépensées pour réparer des voitures en 2020. Et dans les revenus, nous avons ce revenu-là qu'on a gagné et pour lequel on a dépensé, engagé des revenus pour gagner ce revenu-là. C'est ce qu'on appelle rapprochement des produits et des charges ou bien rattachement des charges aux produits. Et ça répond aussi au principe, il y a un autre principe de l'indépendance des exercices. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas, en 2020, vous allez... Généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent toujours à gonfler les charges. Je ne sais pas si on a le temps, on pourrait en parler. Qu'est-ce qu'ils font les entreprises pour augmenter les charges, soit d'une manière légale ou d'une manière illégale, pour diminuer l'impôt à payer. Et ce n'est pas correct. OK? Donc, ça, c'est le principe de rattachement des charges au produit. Troisième principe qui est très important, c'est la bonne information. La bonne information. Regardez, tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de monsieur qui m'a aidé à trouver une adresse. Il m'a donné une bonne information. D'accord? Une information sur laquelle je me suis fié, j'ai
suivi à la lettre et je suis arrivé sain et sauf à ma destination. Ici, nous avons l'information, il se trouve dans les états financiers. Et ces états financiers, il y a des personnes qui vont les utiliser. Ces états financiers, il y a des utilisateurs qui vont les utiliser au niveau interne, aussi qu'au niveau externe. Il faut leur donner une information fiable. OK? Il faut leur donner une information fiable, précise, à jour, pertinente, disponible, vérifiable, comparable, exhaustive, etc. D'accord? Donc, selon le principe, on va essayer de lire un petit peu ici. Selon le principe de bonne information, l'entité, c'est-à-dire l'entreprise, divulgue tous les éléments de l'information financière suffisamment importants. Pourquoi? Pour aider les utilisateurs à comprendre et par la suite prendre une décision. Donc, ils vont influencer sur le jugement ou les décisions des utilisateurs des états financiers. D'accord? Ici, en bas, vous avez quelques explications. C'est quoi une bonne information? Fiable, ça veut dire exact, provenant de sources sûres, précises, il est complète, ok? Il donne toutes les informations dont on aura besoin pour ne pas se tromper. À jour, ça veut dire récente, pertinente, adaptée aux problèmes du décideur, etc. On a aussi la pertinence, ça veut dire quoi? Ça veut dire exhaustivité. Vous n'allez pas me donner en passerelle et en partie, en vrac, des informations. Il faut me donner en entier une information complète, exhaustive et précise, comme on a dit. L'autre quatrième principe, c'est l'objectivité. Je vais vous donner un exemple. Et ça arrive souvent chez des clients. Je vous donne des exemples de notre cabinet. Parfois, il y a des clients qui achètent quelque chose. Ils l'achètent, mais ils n'ont pas de facture. OK, ils nous ramènent des documents, mais dans ces documents-là, il n'y a pas de facture. Il y a juste devis, bon de commande et bon de livraison. Parfois, il n'y a même pas de bon de livraison. Ils vous donnent un bon de commande, un devis, un email. Et vous dites, écoutez, M. Brahim, on a acheté ceci, cela. Donc, voilà, c'est une pièce qu'on vous a remise pour la comptabilité, pour la mise à jour de notre dossier chez vous. Nous, on va répondre immédiatement, excusez-moi, je ne peux pas comptabiliser quelque chose. Tout d'abord, physiquement, je ne le vois pas, je ne le vois pas, mais je n'ai pas une pièce justificative. Effectivement, physiquement, vous avez reçu, comment dirais-je, ce que vous avez acheté. Nous n'avons pas une pièce qu'on appelle facture, une pièce justificative de forte probante. On n'a pas une facture. D'accord? On n'a pas une facture. Mais si nous avons un bon de livraison, on va le comptabiliser dans achat, pas dans le compte achat, un autre compte qu'on appelle, ça on va le voir après, c'est ce quand on va parler des stocks, etc. C'est ce qu'on appelle fournisseur facture à recevoir. Et quand vous allez vendre à un client et vous n'avez pas encore établi la facture, vous allez mettre client facture à établir. OK? Ça, ça sert à rien. On va le voir après, je ne veux pas détailler là-dessus. Mais je n'ai pas de pièce justificative. Vous allez me ramener un tableau Excel, là où il y a les montants de carburant. Je ne vais pas les comptabiliser parce que je n'ai pas une pièce justificative. Je n'ai pas un reçu aux factures ou bien le reçu de carte débit. Je n'ai pas ça. C'est ça, le respect du principe objectivité.
Parce que je n'ai pas de pièce justificative pour me baser. Dans notre pays, on appelle ça la réalisation, principe de réalisation. Okay? Donc, effectivement, l'opération a été réalisée, réelle. Et qui justifie que l'opération est réelle, c'est la facture. OK? Autre chose, moi, quand je vais terminer à la fin d'une période, je dois vérifier mes écritures. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour vérifier, pour s'assurer et dire que cette opération elle est réelle, authentique, véridique, correcte, fondable, défendable, justifiable par un document. Tant que je ne l'ai pas, donc je ne peux pas. Et si vous ne respectez pas l'objectivité, ben, vous aurez un problème. Donc, l'information comptable n'est utile que si elle se base sur des faits. Elle doit donc être vérifiable et s'appuyer sur des pièces justificatives. Demain au lendemain, quand l'administration fiscale va faire des vérifications pour quelques dossiers des clients, ils vont me demander ce montant-là, ben donnez-nous sur quoi vous vous êtes basé pour l'enregistrer. Est-ce que vous avez une pièce justificative? On doit pouvoir retrouver tous les documents qui ont mené à l'enregistrement d'une transaction dans les livres comptables et on ne peut jamais modifier les chiffres relatifs à une transaction. Le principe de l'objectivité encore, selon le principe de l'objectivité, les transactions doivent être enregistrées à partir de faits vérifiables, réalisables, réalités prouvées par les pièces justificatives. On a le cinquième principe. Est-ce que vous avez tout à excusez-moi, est-ce que le principe d'objectivité est clair, s'il vous plaît? Le principe de la prudence. Si vous revenez au manuel de comptabilité 2, vous allez trouver cette définition dans le chapitre 1 concernant le cadre théorique. Vous allez trouver cette définition-là. Pour être fiable, l'information comptable doit refléter la prudence. La prudence. Lorsqu'on doit choisir entre plusieurs méthodes, exprimer des jugements ou procéder à des estimations, il faut éviter des hypothèses trop optimistes ou procéder à des estimations. Il faut éviter d'énoncer des hypothèses trop optimistes ou trop pessimistes. Normalement, selon ce principe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut voir tout événement, s'il risque de causer un problème de surévaluation ou bien de sous-évaluation, il faut le traiter avec une prudence. Et il faut faire les mains et les pieds, comme on dit, il faut prendre toutes les mesures pour s'assurer que les valeurs qu'on va mettre dans les états financiers, et comme on a dit tout à l'heure, ils seront reportés dans les années antérieures, il faut qu'ils ne comportent pas d'anomalies ou d'erreurs ou des irrégularités significatives qui peuvent affecter même les états financiers ultérieurs. C'est ça ce qu'on appelle prendre de précautions à travers le principe de prudence. D'accord? Donc, quand vous allez, par exemple, vérifier les achats, les charges sociales, vous allez essayer de vous assurer que les chiffres sont exacts, fondables, justifiables, et ils ne comportent pas d'incertitudes ou des irrégularités parce que si jamais vous allez vous tromper, ben, sachez que même les informations erronées que vous allez mettre dans l'état financier seront, surtout partie bilan, seront reportables pour les années à venir. Ça veut dire quoi encore? Que même les états financiers de l'avenir sont basés sur des données erronées de l'année
qu'on a reportées au futur. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre toutes les mesures et les précautions pour s'assurer que les informations que vous allez reporter ne comportent pas d'incertitudes ou ne sont pas susceptibles de graver la situation, d'affecter l'information financière comportée et étalée par les états financiers. Le dernier principe, c'est la permanence des méthodes. Tout d'abord, est-ce que le principe de la prudence, est-ce qu'il est clair ou bien ça nécessite d'éclaircissement supplémentaire? Le principe de la permanence des méthodes. Le principe de la permanence des méthodes. Ça consiste en quoi? Je vous donne un simple exemple et vous allez comprendre. Supposons pour les amortissements, vous utilisez l'amortissement linéaire, ok, ou bien dégressif. On va prendre juste linéaire, ok. En 2019, vous avez utilisé cette méthode-là. En 2020, il faut utiliser la même méthode. En 2021, il faut utiliser la même méthode. En 2022, il faut utiliser la même méthode. C'est la permanence des méthodes. Mais, toutefois, nonobstant, si jamais vous décidez de changer la méthode d'amortissement des immobilisations, vous avez le droit, tout à fait le droit, mais à condition, quand vous allez préparer vos états financiers, dans les notes complémentaires, état des informations complémentaires ou bien notes afférentes, il faut indiquer que les méthodes d'amortissement des immobilisations ont été changées. Il faut juste indiquer ça pour le lecteur des états financiers. Par exemple, vous utilisez pour l'évaluation de stock, vous utilisez le CMUP, coût moyen unitaire pondéré. 2019, 2020, 2016, 2015. Début, pas début, on va dire par exemple, avant la fin de l'exercice 2025, vous avez décidé, c'est le conseil d'administration qui doit prouver tout ça, hein, ça, il faut qu'on s'entende là-dessus. Ils ont décidé de changer de CMUP vers le FIFO, First In, First Out. OK? Ou bien l'épuisement successif. À ce moment-là, ce n'est pas grave, vous pouvez changer de méthode, mais il faut mentionner ce changement-là dans l'état complémentaire, les informations complémentaires. Parce que vous avez le bilan, état de résultats, état des capitaux propres, et vous avez d'autres, par exemple, l'état des flux de trésorerie, et vous avez d'autres, un paquet de papiers qui expliquent chaque poste dans le bilan, l'état financier, etc. Et s'il y a un changement significatif, ben, il faut le mentionner et l'expliquer. D'accord? Donc, toutes les informations que vous allez annexer, les annexes que vous allez annexer à vos états financiers, il faut bien mentionner, préciser, indiquer comme quoi vous avez changé d'une méthode à une nouvelle méthode et vous n'avez pas respecté la permanence des méthodes, mais ce non-respect est justifié. Voilà pourquoi j'ai changé de méthode. Et la nouvelle méthode sera la méthode permanente pour les années à venir. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez des questions concernant la permanence, le principe de la permanence des méthodes, s'il vous plaît? Maintenant, nous avons un autre élément qui constitue les principes comptables, les principes comptables généralement reconnus. Moi, je ne voulais pas trop détailler, mais le plus important, c'est le principe d'importance relative. Principe d'importance relative. L'information est qualifiée de significative si son émission ou son inexactitude peut influencer les décisions économiques. La mise en exergue du principe de l'importance relative dépend de la taille de l'élément ou de l'erreur jugée dans les circonstances particulières de son émission ou de son exactitude.
En conséquence, l'importance relative nous exige de déterminer un seuil significatif qui sépare l'important du moins important. Je vais vous donner un simple exemple. Par exemple, parfois ici dans notre cabinet, le chiffre d'affaires, par exemple, d'un client, il est de 150 000 $. Et on a trouvé une erreur de 100 $. On ne va pas perdre notre temps à chercher où se trouve son, parce qu'il n'a pas une influence significative. Ça n'a pas, c'est juste 0,00 quelque chose. OK? Donc, c'est un jugement qu'on a dit que ce n'est pas une information pertinente et importante pour un décideur. Mais s'il s'agit de 1 000 $, 2 000 $, 3 000 $, 15 000 $, là, ça devient d'une importance significative. OK? Donc, il faut chercher, puiser, creuser pour chercher là où il y a ce problème-là. Cet écart-là de 15 000 $, il faut le régler. On commence à le régler jusqu'à, on arrive à 300 $. Ah, j'ai dit, écoute, 300 $, c'est rien. Je vais le mettre dans l'écart à justifier dans le futur. That's it. OK? Donc, ça, c'est le principe de ce qu'on appelle importance relative. Non. Si on a un problème, même si 100 $, on le règle. On le laisse. Il y a des comptes qu'on laisse comme en instance de chercher à les dénouer. On ne peut pas croiser les bras, on ne peut pas perdre notre temps de chercher l'écart, d'où vient l'écart de 100 $ pour un grand chiffre d'affaires où 100 $ n'a pas d'importance. Okay? Un jour, on va trouver la solution, on va le trouver à ce moment-là, on peut redresser. Mais on ne peut pas perdre du temps et stagner sur notre place, rester figé pour 5 $ ou 10 $, etc. Okay? Donc, les états financiers mettent en évidence toute information significative, c'est-à-dire toute information pouvant avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs de l'information peuvent porter sur l'entité. Effectivement, les montants non significatifs, regardez, les montants non significatifs peuvent être regroupés avec des montants correspondant à des éléments de nature ou de fonction similaires. C'est ce que je viens de vous expliquer.